Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette 16e année d'Atsao. Depuis l'année dernière, dans cette même salle, il s'est passé plein de choses. 2015 sera tout jamais marqué comme étant le début de l'invasion de l'Europe à grande échelle. Plus d'1,5 million de réfugiés, de migrants, mais surtout de clandestins, comme on les appelle d'un point de vue du code pénal, ont débarqué sur les côtes européennes. Le camp des saints à grandeur nature. Chaque jour plus nombreux, chaque jour plus exigeants, chaque jour plus agressifs, comme en témoignent les viols en Allemagne, en Suisse, en Autriche et ailleurs. Chaque jour plus dangereux pour nos libertés, comme le terrible soir du 13 novembre dernier à Paris. Mais aussi chaque jour toujours plus d'associations d'extrême gauche subventionnées par nos impôts, notre argent, prêtes à accueillir à bras ouverts et imposer ces clandestins. On ne compte plus les appels à recevoir ces faux réfugiés, comme on peut le lire encore récemment dans le journal communal de Plabennec, dans le Nord Finistère. Faux réfugiés, oui, et ce n'est pas nous qui le disons. Il s'avère que peu de Syriens sont arrivés. On recense bien des Afghans, quelques Syriens, mais surtout beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens et d'autres joies et chances pour l'Europe débarquant tout droit de l'Afrique subsaharienne. C'est le Haut Comité aux réfugiés de l'ONU qui le dit. Alors pourquoi vouloir à tout prix nous faire croire qu'il s'agit de personnes fuyant la guerre? 1,5 million donc, c'est-à-dire au bas mot, sachant très bien que les tenants du système ne veulent pas affoler la masse, donc minimisent ces chiffres. Et pour cette année, le système prévoit 2 millions. Mais vu les chiffres de ce même HCR uniquement pour janvier et février, les 2 millions seront largement explosés avant l'été. Les 2 premiers mois de l'année, c'est pratiquement 20 fois plus de personnes qui se sont imposées illégalement sur notre sol européen par rapport à la même période de l'année dernière. Et nous étions en hiver. On sait déjà que 8 à 10 millions attendent pour traverser. Si ce n'est pas une invasion, de quoi s'agit-il alors? La Bretagne, elle, est en train de devenir la poubelle de la France. L'État, jacobin, n'en demandait pas tant de voir toutes ces associations tenues essentiellement par des profs de l'éducation nationale. Retenez bien éducation et non instruction. Du coup, l'État s'en donne à cœur joie. Et vas-y, je t'envoie un quart à la Guerche de Bretagne, et que je t'en envoie un autre à Fouesnant ou à Pleyber-Christ, ou encore à Lorient, à Carlaz, et on en oublie. On a même vu récemment un quart être amené dans la région rennaise, du côté de Brocéliande, et nos 30 joyeux gugus ont refusé de descendre du car, qu'ils étaient trop loin de la ville. En pleine nuit, il a donc fallu amener le car à Saint-Brieuc. Ils ont dormi de force, enfin ils se sont imposés pour dormir dans un commissariat. Ils ont râlé parce qu'il n'y avait pas de lit. Et au petit matin, ils sont évaporés dans la nature et personne ne sait où ils sont. Ils n'étaient pas contents. Tiens, Fouesnant justement. Le maire que j'ai rencontré début janvier nous a expliqué ne pas avoir été consulté sur l'arrivée de ces clandestins. Ce ne serait pas étonnant. Nous savons aujourd'hui que les préfets donnent des ordres pour ne pas médiatiser les nouvelles arrivées, pour empêcher des oppositions, des manifestations, des bruités. On l'a vu récemment dans le Finistère où la préfecture s'entêtait à nier l'arrivée d'une trentaine de clandestins à Carlaz alors que nous avions toutes les preuves en main. Aujourd'hui, c'est officiel, ils ont débarqué une trentaine à côté de Douarnenez. À Fouesnant, toujours, le centre de vacances qui s'est proposé a été interpellé par téléphone. La responsable presse de ce centre était toute fière d'expliquer que son groupe faisait cette démarche par solidarité. Il lui a alors été rétorqué que ce même groupe pouvait donc faire la même chose avec les SDF depuis des années. Nous attendons toujours la réponse. Ces arrivées massives ne peuvent que changer la donne d'un point de vue démographique, et ce changement est déjà en marche. On ne compte plus les pressions musulmanes aujourd'hui partout en Bretagne. À Nantes, le marché de la Petite Hollande, l'un des plus grands de la ville, est aux mains des salafistes. À Rennes, le quartier d'Italie a vu son dernier boucher traditionnel fermer boutique il y a près de 3 ans, ce qui a même valu d'ailleurs un article dans le Mac de Rennes, mais ce média n'a pas voulu aller trop loin par peur. Mais par peur de quoi? Peur de décrire la vérité? Toujours à Rennes, il y a un mois, dans Ouest-France, la police demandait, tenez-vous bien, hein, la police demandait à la population de ne plus sortir seule le soir. Pour quelle raison? Des attaques, des agressions sur les personnes commises par ce qu'on appelle des mineurs isolés. Ce sont des clandestins. Comme pour certains, il est très difficile à leur faciès de deviner quel âge ils ont. Ils arrivent, ils ont tous moins de 18 ans, ils sont tous mineurs. Ça coûte une fortune, c'est le contribuable qui paye.
Et ces gens-là, sur Rennes, tous les soirs, agressent. C'est des agressions violentes, il y a des blessés à coups de couteau, tous les jours. Et là, la police, qui devrait sécuriser, non, la police nous demande à nous, Bretons, de ne plus sortir seuls le soir chez nous. Les Américains ont éliminé l'année dernière à Vantais David Drugeon, devenu artificier d'Al-Qaïda. Les télévisions se sont empressées d'aller recueillir les larmes de sa mère. Le problème, c'est que nous n'avons jamais vu les larmes de sa mère, son visage étant, alors que c'est une Bretonne, hein, son visage étant dissimulé sous un voile intégral. À Brest, plus personne n'ignore l'imam Rachid Abou Daifa, ancienne racaille du quartier de Pontanézen, devenu l'emblème des salafistes en Bretagne. Celui-ci a défrayé la chronique avec une vidéo sur la musique il y a peu, expliquant aux enfants qu'ils seraient transformés en singes ou en porcs s'ils avaient le malheur d'en écouter. La presse bretonne a finalement été obligée d'en parler une fois que l'affaire prenait un tournant hexagonal, tout en cherchant forcément à minimiser l'affaire. On a eu le droit également au très respectable Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, décoré de la Légion d'honneur par Alain Juppé, qui nous expliquait que celui de Brest était un fou et qu'il fallait l'interner. Alors quand on ne s'intéresse pas à l'islam, on se dit bon, Oubrou doit forcément avoir raison. Quelques petits problèmes quand même. Tarek Oubrou avait il y a encore peu les mêmes références que l'État islamique. Exactement les mêmes. Et c'est prouvé sur des sites musulmans eux-mêmes qui disent voilà les références de Oubrou, voilà les références de l'État islamique, c'est exactement les mêmes. Et les propos d'Oudaifa figurent dans le Coran, les propos sur la musique. J'ai été vérifié, il y a plus de 7 versets qui confirment les propos d'Oudaifa. Oudaifa n'a rien inventé. Oubrou n'a fait qu'appliquer la taqiya, chose que les journalistes ne connaissent pas puisqu'ils ne s'intéressent pas. Ils sont étonnamment peu curieux sur le sujet, mais pourtant toujours à défendre une religion de paix et d'amour. Mais est-ce vraiment une religion d'amour et de paix comme on nous le rabâche sans cesse? Jugez par vous-même. Dans le Coran, on recense 399 fois le mot châtiment. Punition 47 fois. Craignez 167 fois. Tuer 426 fois. Le mot aimer, enfin plus exactement, Allah n'aime pas, parce qu'il n'aime pas grand-chose en fait, 74 fois. Étrange façon de prôner la tolérance. Ici ou là, on voit les tenants du système s'exciter dans tous les sens pour empêcher le peuple d'ouvrir les yeux et surtout de protester, comme on vient de le voir à Calais la semaine dernière, où 3 militants de Génération Identitaire ont été condamnés à 3 mois de prison ferme pour avoir bloqué les accès de la ville à des personnes rentrées illégalement sur le territoire. Ces gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire européen ne sont pas inquiétés par l'État. Mais les autochtones qui veulent s'opposer à ce que c'est clandestin, ce sont les autochtones qui sont pourchassés, qui sont envoyés en prison. C'est du délire. Notre rôle, votre rôle, est de faire ouvrir les yeux à vos connaissances. Tant d'exemples étayent nos discours tous les jours. Il en va de la survie de la Bretagne, il en va de la survie de l'Europe. En 2015, nous avons pu voir nos élites choquées par les positions du nouveau gouvernement polonais. Celui-ci, en effet, n'a pas hésité à donner un grand coup de pied dans la fourmilière journalistique de son pays. Hollande, espérant sans doute un prix Nobel de la paix, ne s'est pas gêné récemment pour expliquer que l'Union européenne avait les moyens législatifs d'exclure un pays qui voterait trop à droite. Alors, il ne l'a pas dit comme cela, mais ses propos, c'est exactement ce que ça voulait dire. N'hésitez pas à se dire scandalisé par le fait que le gouvernement polonais ait changé des directeurs d'antenne. Alors en France, pays des droits de l'homme, comment est-ce que cela se passe? Je vous cite un article du JDD de décembre dernier. À 17 mois de l'élection présidentielle, François Hollande effectue une vaste refonte du PAF. Après la série de nominations à France Télévisions, le chef d'État sera en train de s'accorder avec Martin Bouygues, propriétaire réputé sarkozyste du groupe éponyme et donc de TF1. Le Canard enchaîné révèle qu'Orange, l'opérateur dont l'État français détient 23%, étudie la possibilité de prétendre à une participation de 10% de la chaîne privée, ce qui permettrait à l'État de s'inviter à la table des actionnaires de la Une. Toujours selon l'hebdomadaire satirique, Hollande est à la manœuvre pour permettre à LCI, la chaîne d'information continue affiliée à TF1, d'être présente sur la TNT gratuitement. Pourtant, en juillet 2014, Martin Bouygues n'avait pas obtenu gain de cause. Le CSA avait refusé d'accorder un créneau TNT à LCI, plaçant la chaîne dans une situation financière délicate. Le 17 novembre dernier,
Le CSA est officiellement revenu sur sa décision. Le Canard enchaîné évoque même une vente de TF1 à Orange. En contrepartie, le groupe Bouygues pourrait bientôt sceller un accord pour monter au capital d'Orange à hauteur de 10 à 12%. Cela fait 1 an que les spéculations circulent autour de Bouygues Télécom, poussées à la fusion avec l'un de ses 3 concurrents, Orange, SFR ou Free. Pourquoi de telles manœuvres? Pour le Canard enchaîné, la raison est avant tout politique. Avoir la main sur TF1 et LCI avant 2017, pour mieux contrer BFM TV que François Hollande juge hostile à son action politique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. La France est une démocratie. Merde quand même, comme dirait Valls. Tellement démocratique que la France a promulgué une ordonnance le 20 août dernier, procédure particulièrement discrète, surtout dans la torpeur de l'été. Cette ordonnance numéro 2015-1024 impose aux épargnants français le droit européen déjà expérimenté sur les épargnants chypriotes. C'est-à-dire que les banques françaises pourront se renflouer en cas de crise bancaire en ponctionnant dans le compte des épargnes. Officiellement, il ne s'agit que des comptes de plus de 100 000 euros, mais cette protection est très fragile et dès l'instant que l'on renonce au droit de propriété comme l'ont fait les voyous qui font mine de nous gouverner, rien n'empêche d'aller plus loin. Atsaou l'annonçait déjà en octobre 2013. En octobre 2013, j'écrivais « Européens, ils en veulent à votre épargne ». Ce que j'écrivais il y a 2 ans et demi, tout est vérifié dans cette circulaire sortie l'été dernier. Je ne pense pas que vous en ayez entendu parler dans la grande presse, il ne faudra pas vous affoler. 2015, comme c'est début 2016, fut marqué par la crise paysanne. À grands coups d'annonce, l'État français pense avoir réglé le problème l'été dernier. Pas besoin d'être un ingénieur de la NASA pour se rendre compte, à l'époque, qu'il ne s'agissait que d'un pansement sur une jambe de bois, que ce n'était que déplacer le problème dans le temps, et ça n'a absolument pas loupé. C'est reparti en ce début d'année. Si on ne peut donner tort aux agriculteurs sur le scandale de la viande étrangère, ceux-ci devraient peut-être s'interroger et se remettre en question. Commencer par éradiquer la FNSEA et son président Xavier Belin qui importe lui-même des denrées étrangères. Ce syndicat n'est qu'un résidu de fumier qui veut le beurre, l'argent du beurre, et si possible, s'ils peuvent se taper la crémière, ils ne se priveront pas. Nous n'oublions pas non plus que ce même syndicat a brûlé vif des animaux, à savoir des ragondins, cours des 50 otages en plein centre-ville de Nantes un samedi après-midi l'année dernière. Comment nous sensibiliser à la cause animale? Après, nous sommes d'accord, c'est tout le système qu'il faut revoir, du producteur au consommateur. Revoir certaines exigences. Des produits de qualité seront forcément plus chers que la merde que l'on nous impose aujourd'hui, mais notre santé et la santé de nos enfants ne vaut-elle pas cet effort? Comment expliquer l'explosion de cancers, surtout infantiles, si ce n'est par la nourriture? Comment expliquer ces pollutions des eaux, ces pollutions des sols? Et encore, personne ne parle aujourd'hui de la terre arable qui disparaît comme la neige au soleil. On recense aujourd'hui moins de 3 cm de terre arable. Une autre catastrophe s'annonce si rien n'est fait en urgence, car une fois qu'on n'aura plus de terre arable, on ne pourra plus rien produire sur notre terre. Et que nous réserve le TAFTA, ce fameux traité transatlantique dont nous avons parlé ici même il y a 1 an? Je cite Jean-Frédéric Poisson sur LCP. Les documents sur le traité transatlantique sont consultables uniquement en anglais, dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire de Matignon, en laissant son téléphone à l'entrée, avec des menaces de sanctions pénales en cas de divulgation de leur contenu. Ceci est d'autant plus incompréhensible que ce sont des directives très précises de la Commission européenne et non du gouvernement américain qui obligent à procéder ainsi. Non, l'Europe et les États-Unis n'ont pas donné des consignes aux membres du Parlement français. Ce traité concerne l'avenir du peuple et son quotidien puisqu'il s'agit de savoir comment les relations commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe vont évoluer. Il touche par exemple à nos médicaments, notre alimentation, nos appellations d'origine contrôlée ou encore la capacité de nos entreprises à entrer dans les marchés publics. Le refus du moindre débat et l'opacité autour de ces traités sont irrespectueux à l'égard du peuple européen et à l'égard de la représentation nationale. Ils sont également de nature à entretenir un soupçon insupportable sur le contenu de ces documents et donc la méfiance du peuple. Le Premier ministre refuse de rendre accessibles ces informations. Tout est caché. Tout est caché. Les députés européens qui ont interpellé Bruxelles ou Strasbourg sur le sujet n'ont pas eu de réponse. La question est systématiquement éludée. Alors quand on sait que les entreprises américaines adorent faire du poulet au chlore, ça fait rêver. Alors oui, manger sain a un prix, et nous devons l'accepter. Le système agricole doit opérer sa révolution et le consommateur également. Nous serons tous gagnants.
Mais alors que la France célèbre le 19 mars, date de séparation entre la France et l'Algérie, où malheureusement la France a eu la garde des enfants pour le moins somme toute turbulents, il y a un autre scandale dont on ne parle peu. Le halal. Il y a 5 ans de cela, j'ai fait une intervention à cette même tribune sur le sujet. Force est de constater que la situation ne s'est absolument pas améliorée, bien au contraire. Le docteur de Peretti, vétérinaire de profession, président de Vigilance Halal, va maintenant vous expliquer, vous faire un exposé sur la thématique du halal, les dangers sanitaires. De par sa profession, il vous expliquera tout ça mieux que moi. Alain. Oui, c'est un peu meilleur. Mais je peux monter encore le son ici. Donc, si vous voulez, j'ai exercé toute ma carrière, puisque je suis maintenant à la retraite, ce qui me permet de me concentrer évidemment sur le problème du halal. Donc, j'ai exercé à la campagne. Donc, j'ai soigné des vaches, des cochons, des poulets, des chevaux, des chiens, des chats. Et j'avais l'habitude de dire, bon, à tout est propre à rien, puisque je soignais tout ça. Et ça m'a donné quand même un certain recul et une certaine vision de la médecine vétérinaire que n'ont pas évidemment les vétérinaires qui travaillent uniquement en ville sur des petits animaux. Le vétérinaire est au croisement de la protection animale et de la protection du consommateur, puisque ce sont les services vétérinaires qu'on appelle maintenant pompeusement direction départementale de la protection des populations, qui sont en charge justement de la protection des populations. Et je vais vous parler du halal, mais pas uniquement, bien sûr je vais concentrer sur les problèmes sanitaires, mais pas uniquement sur les problèmes sanitaires, parce que le halal c'est un tout. C'est un tout et il faut l'aborder sous toutes ses facettes. Et il y a quelque chose qui coiffe toutes ces facettes, c'est un instrument absolument fantastique de l'islamisation. C'est le cheval de Troie. C'est-à-dire que d'une part, ça permet d'islamiser ou de réislamiser une population en la coupant du reste de la population d'accueil, et en même temps, c'est un formidable pourvoyeur de finances. Alors, vous voyez, donc, mon exposé commence par une très belle peinture grecque qui se trouve à Paestum, une ville grecque qui se trouve au sud de Naples, et qui est maintenant, donc, bien sûr, qui a été abandonnée par ses habitants, et qui est très très bien conservée, puisque comme c'était en territoire marécageux, personne n'est venu habiter et abîmer donc, les vestiges. Vous avez une très belle peinture qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui montre justement un homme qui va étourdir un bovin. Donc déjà 5 siècles avant, on le faisait. Alors, la technique... Oui, voilà. Et c'est quelque chose qui a perduré. Je vous ai mis donc ici des miniatures qu'on trouve 12e siècle ici, 15e siècle ici, 16e siècle ici, 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on voit? On étourdissait les animaux. C'est-à-dire que nous avons toujours étourdi les animaux. Alors, quelquefois, il y avait des loupés, bien entendu, je n'en dis combien pas, mais on a toujours cherché à améliorer le sort des animaux. En 1850, il y a eu la loi Grammont, qui s'est inquiétée du sort des animaux, et en 1964, on a imposé de façon obligatoire l'étourdissement des animaux dans les abattoirs. Alors, rappel, qu'est-ce que c'est que le halal? C'est tout ce qui est licite pour l'islam. C'est donc une allusion à la charia, la loi islamique, qui recouvre tous les aspects de la vie. Nous traiterons ici essentiellement l'abattage, mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est l'introduction
de la loi islamique. Vous savez, cette loi islamique qui est une véritable tartufferie, puisque la prostitution peut devenir halal à condition pour l'homme qui s'y... parce que les femmes évidemment ne comptent pour rien, que l'homme qui s'y adonne souscrive un mariage temporaire avec évidemment l'objet de ses désirs. Il ne faut jamais oublier ceci. Donc les règles de l'abattage halal, c'est un animal qui est non étourdi, non anesthésié. C'est un autre élément qu'on oublie trop souvent, c'est un égorgement large jusqu'aux vertèbres qui sectionne toutes les structures anatomiques et notamment l'œsophage et la trachée. L'animal est tourné vers la Mecque en prononçant Bismillah wa Allahu Akbar. Le sacrificateur doit en principe être musulman et en état de pureté rituelle. Il y a 3 problèmes principaux qui sont posés par l'abattage halal. La souffrance et le stress des animaux, la négation de tous les principes de sécurité sanitaire et le financement du culte musulman. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On y reviendra. Chacun de ces problèmes est une entorse aux lois et règlements. Le non-étourdissement est dérogatoire aux règles générales. La section de l'œsophage et la trachée est interdite pour raison d'hygiène, sauf dérogation. La perception d'une taxe est interdite par respect de la laïcité. Et la dérogation est devenue la règle, puisque il y a 5 ans environ, lorsque M. Le Gall faisait parler de ça, il y avait 30% de viande qui était halal. Maintenant, on a largement dépassé les 60% de halal dans les abattoirs. Il y a d'autres problèmes comme la tromperie sur la marchandise, l'instrument de l'islamisation qui maintient les musulmans dans un ghetto alimentaire, comme l'ont dénoncé Malika Sorel et Gilles Kepel. La souffrance animale et le stress, je ne vais pas m'y attarder, elle est évidente. Les associations de protection animale, comme la Fondation Brigitte Bardot et l'OABA, ont fait un travail extraordinaire. Et la condition des animaux d'abattoir s'est considérablement améliorée, même si des progrès restent à faire. D'ailleurs, l'association Vigilance Halal voudrait promouvoir la méthode de Madame Temple-Grandin aux États-Unis, une dame qui est professeure d'université, bien qu'elle soit autiste, et qui s'est rendue compte qu'elle voyait et qu'elle ressentait ce que ressentent les animaux. Et elle a mis au point un système qui permet aux animaux d'arriver sans être stressés au poste d'abattage et qui améliore considérablement la condition animale. Alors je vais passer, donc j'ai une vidéo, je vais passer dessus, puisqu'on m'a donné un temps un petit peu plus court que celui dont j'ai besoin, et je vais éliminer ce qui n'est pas absolument nécessaire, d'autant plus que certaines personnes m'ont dit ne pas vouloir voir des images trop trash. Alors, la régression sanitaire. Ce point a tendance à être négligé du fait de l'émotion provoquée par la souffrance animale. Alors, et donc c'est devenu la preuve de la lâcheté des autorités devant la pression de l'argent et d'une population qu'on caresse dans le sens du poil. J'ai l'habitude de dire que le halal est prospère sur la complicité du mercantilisme et de l'obscurantisme. Et donc nous sommes en présence d'un abandon des principes de sécurité sanitaire. Alors, comment se passe d'abord un abattage réglementaire de référence, traditionnel on pourrait dire. Justement tout à l'heure, très justement, M. Le Gall a fait allusion à la crise paysanne et à la trahison de la FNSEA, dont tous les présidents devraient être pendus au écourt sur la place publique, à mon sens. Hein, Monsieur Belin ne fait pas exception. Donc parce que des éleveurs qui prennent soin de leurs animaux et pour qu'ils terminent en étant abattus halal, c'est vraiment un scandale total. Donc l'abattage se pratique avec étourdissement préalable et saignée très propre par incision précise et limitée aux vaisseaux qui sont donc l'artère carotide et la veine jugulaire. On ligature l'œsophage et ces opérations sont rendues possibles par l'immobilité de l'animal, puisque l'animal est étourdi, anesthésié. Alors, pour vous expliquer, je vous ai mis une petite coupe anatomique de l'encolure. Ici. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, voilà, oui. Donc, vous avez ici la vertèbre. À l'intérieur des vertèbres, vous avez de chaque côté une artère et une veine vertébrale qui continuent à irriguer le cerveau
même quand les autres vaisseaux sont coupés. Vous avez l'œsophage qui est ici, qui est juste à côté de la trachée. Vous avez donc la carotide et la jugulaire. Vous avez la même chose de l'autre côté. Vous avez donc ici en vert, on le voit, un très gros nerf, qui est le nerf pneumogastrique, qui est très important puisqu'il règle les processus automatiques de respiration et les processus cardiaques. Dans l'égorgement à l'âle, c'est un véritable égorgement du reste, on coupe jusque là, jusqu'au ras de la vertèbre. Donc l'animal va continuer à respirer par la trachée et il va avoir une sensation d'étouffement parce qu'on a coupé justement le nerf pneumogastrique. Vous avez l'œsophage qui est ouvert aussi, par lequel le contenu de l'estomac va se déverser à l'extérieur. Vous voyez? Donc ici, j'ai mis des flèches qui montrent la souillure générale. Donc, on procède à l'étourdissement avec ce qu'on appelle un matador, vous voyez, qui doit être positionné comme il faut. Alors là aussi, il y a un apprentissage, hein, c'est-à-dire que beaucoup d'abatteurs, quelquefois, n'ont pas la formation nécessaire pour poser le matador là où il faut, et les opposants à la consommation de viande, les végétariens, disent, vous voyez, mais même quand on les assomme, ça ne marche pas, ils se réveillent. Évidemment, si on pose le matador juste entre les cornes, ça ne marche pas. Il faut le mettre au milieu du front. Donc l'animal, quand on voit là sur c'est une vidéo, hein, une capture d'écran, ce qui fait que c'est un petit peu flou, l'animal tombe comme une masse. Ensuite, il glisse sur un plan incliné, on va le suspendre, et on va donc le saigner. Alors, la photo est un peu sombre, on ne voit pas très bien. Il y a deux petites incisions ici qui sont très propres de chaque côté de l'encolure. Et on voit sur cette préparation l'endroit où le matador a exercé son coup, le coup. La saignée donc se fait après suspension. Les incisions sont précises, etc. et sectionnent uniquement les vaisseaux. On voit ici un petit peu mieux sur cette photo, je vous l'ai mise, parce que c'est un peu plus clair. Vous voyez donc les ouvertures très propres, etc. Et le sang peut être recueilli parce qu'il coule. Il coule gentiment. Il coule donc dans cette rigole avec un caillebotis qui permet de le recueillir et il n'y a pas du sang partout. Alors, oui, je fais une petite parenthèse parce qu'un abattage, l'abattage d'un animal est automatiquement quelque chose de sanglant, puisque c'est la saignée qui provoque la mort et non pas donc soit l'électronarcose, parce qu'on peut pratiquer par électronarcose, c'est-à-dire avec l'électricité, soit avec le pistolet. Alors là, on va voir donc un abattage halal. Alors là, l'abattage halal, vous voyez, ça se fait dans un piège spécial. Alors il y a plusieurs types de pièges. Celui-ci, c'est un piège donc qui tourne. Et vous avez cette pièce essentielle qui est donc une mentonnière. Vous allez voir comment ça se passe après. Donc là, pour l'instant, c'est le premier de la série. Vous allez voir donc, pour l'instant, le piège est propre. L'animal, on a remonté donc la mentonnière pour bloquer la tête de l'animal. Et on va faire tourner le dispositif. Vous avez une espèce de bac pour recueillir le sang. Mais vous allez voir jusqu'où le sang va gicler. Voilà. Donc là, c'est évidemment la saignée telle qu'elle se pratique. Hein, donc cette large ouverture. Voyez un petit peu jusqu'où le sang a giclé. Propreté, hygiène du piège. La mentonnière est toute souillée. Et on ne va pas pouvoir... Il est impossible de nettoyer entre chaque animal, puisque les animaux se succèdent. On parle même quelquefois de 600 animaux dans une journée. Vous voyez qu'on n'a pas nettoyé le piège. Donc il va y avoir du sang, il va y avoir de l'urine, il va y avoir des matières fécales qui vont rester là-dedans toute la journée et qui vont fermenter avec l'humidité, etc. Là, c'est une autre. Alors, là aussi, je suis désolé, c'est pas très clair. Enfin, c'est une capture d'écran. Ici, on voit, c'est sur une vidéo qui est assez impressionnante, on voit la trachée qui est ouverte. Ce bovin a eu donc... Vous voyez l'énorme plaie que ça produit, hein, vous voyez, et on voit la trachée qui se contracte de façon spasmodique parce que l'animal cherche sa respiration. Donc, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de souffrance animale dans le halal.
ce que disent certains tenants du halal en disant que l'animal souffre moins qu'avec notre technique. Là, c'est un autre piège. Hein, donc, vous voyez, vous pouvez voir, donc sur cette photo, vous avez aussi l'énormité de la plaie. Hein, et alors là aussi, vous voyez donc la propreté générale. Hein, vous avez des détritus par terre, sans doute des matières, parce que l'animal a piétiné là-dedans, il s'est débattu, et il en a envoyé partout sur les murs, et même au plafond, vraisemblablement. Tout ça, c'est pour vous dire que l'hygiène dans le halal ne peut pas être respectée, quoi qu'on vous dise. Alors après, donc, je reviens au même animal tout à l'heure, c'est la séquence. Hein. Une fois qu'il est mort, parce qu'il finit quand même par mourir, regardez donc ce bac qui était censé recueillir le sang, regardez jusqu'où a jailli le sang. Vous voyez? Et l'opérateur, il va piétiner là-dedans avec ses bottes. Il va en amener partout. Et l'animal, donc on ouvre sur le côté et il va falloir l'extraire du piège. Voilà, là on extrait l'animal du piège et on voit très bien sur cette photo. Je vous demande de regarder l'œil. L'animal est encore vivant, rien qu'à voir la vivacité de son œil. C'est-à-dire, on le sort alors qu'il n'est même pas encore mort. Et on va le traîner, évidemment, dans les déjections. On ne peut pas faire autrement. Une autre photo qui montre comment on traîne l'animal dans ses déjections, dans le sang. Là aussi, c'est une autre photo qui montre, comme on n'a pas pu ligaturer l'œsophage, vous voyez, tout le contenu de la panse est sorti. Et toujours, on voit bien sur cette photo, il y a du sang partout, il y a donc des résidus de régurgitation, il y a des urines, il y a de tout, et tout ça va rester toute la journée puisqu'on ne peut pas nettoyer. Hein? On ne peut pas nettoyer, et vous allez avoir un phénomène dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le mélange de flore microbienne, qui va aboutir à des processus dont je vais vous reparler tout à l'heure. Les risques sanitaires sont confirmés par des scientifiques. Le professeur Mouton, ça ne s'invente pas, hein, bien entendu. Docteur Pascal Dunoyer, chef du bureau d'établissement de l'abattage à la Direction générale de l'alimentation, qui évoque évidemment des termes de salubrité et sécurité des carcasses. Voilà. Vous avez donc le professeur Tillier, qui est notre conseiller scientifique, avec lequel nous travaillons, et qui a mis notamment en exergue les risques liés à Escherichia coli, hein, notamment pour les steaks hachés. Je vais y revenir. C'est le docteur Michel Courat, qui est expert vétérinaire, membre d'Eurogroup for Animals. Et il y a un point aussi sur lequel où il faut que vous, lorsque vous discuterez avec quelqu'un, notamment avec un tenant du halal, qui vous dira que la saignée est meilleure dans le halal, ben ce n'est pas vrai. La saignée n'est pas meilleure. Il y a eu donc une étude de l'Académie vétérinaire en 2006 qui a montré que les animaux étourdis électriquement saignent plus vite que la rigor mortis, c'est-à-dire la rigidité cadavérique arrive plus vite et le pH baisse plus vite, ce qui est un gage de qualité de la viande. Donc, des 3 méthodes testées, l'étourdissement par tige pénétrante suivi de la saignée semble la meilleure. Donc on a une meilleure saignée avec la méthode traditionnelle. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique. Un animal qui est saigné de façon consciente, il a un stress, et du fait du stress, il y a des phénomènes physiologiques de survie qui vont intervenir, qui font que l'animal va retenir son sang. Il va chercher à survivre. Automatiquement, il va y avoir des phénomènes de vasoconstriction qui vont se produire et qui vont empêcher, évidemment, une saignée complète. Je rappelle d'ailleurs qu'une saignée incomplète, même pour nous, qui ne sommes pas les tenants du halal, est un motif de saisie d'une carcasse, hein, parce qu'on considère qu'elle n'est pas saine pour la consommation. Là, c'est une photo terminale un petit peu sur ce chapitre. Hein, un mouton qui a été égorgé. Alors, vous voyez, dès que vous voyez sur une photo une plaie de cet ordre-là, c'est que l'animal a été abattu halal. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il y a une association qui s'appelle L214 qui a fait des vidéos
dans les abattoirs d'Alès et du Vigan notamment, et puis chez Charal à Metz, et qui est une association de protection animale qui est, à mon avis, de mauvaise foi. Je vais vous dire pourquoi. Ils mettent sur le dos du halal les scandales, sur le dos de l'abattage, d'une générale, les problèmes des abattoirs. Alors qu'en fait, c'est l'introduction du halal. Et quand vous regardez les vidéos, les animaux ont des plaies d'égorgement qui sont de cet ordre-là, et qui prouvent bien que l'animal a été abattu de façon halal. Alors vous voyez, celui-là, il a été égorgé, ça ne saigne plus, il tient toujours sa tête, donc il est toujours vivant, et on va être obligé de repasser le couteau pour le faire mourir, parce qu'il y a dans 25% des cas ce qu'on appelle des faux anévrismes, par les phénomènes que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, les risques sanitaires, il y a surtout les Escherichia coli, notamment la souche O157H7, qu'on appelle aussi les steaks, les HEC, bon, steak, Shiga-toxine, Escherichia coli. Voilà, bon, donc je vais vous passer sur les critères scientifiques, parce que c'est pas la peine que je surcharge votre mémoire, mais c'est important qu'aujourd'hui vous puissiez retenir un certain nombre d'arguments qui vous permettront de vous opposer aux tenants du halal. Donc on a les salmonelles et campylobactères, on a les staphylocoques dorés qui sont résistants aux antibiotiques, et vous avez les prions. Alors les prions, ils sont responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On a donc des études. Alors, à l'occasion de ces fautes, des fautes d'hygiène qui sont entraînées par le halal dans les abattoirs, on a un phénomène qui se produit qui est particulièrement intéressant sur le plan scientifique et particulièrement inquiétant sur le plan sanitaire. À savoir que les microbes sont capables d'échanger des informations et ce qu'on appelle des cassettes génétiques. C'est-à-dire qu'ils sont capables de devenir plus virulents et ils sont capables de devenir plus résistants aux antibiotiques lorsqu'ils se mélangent entre eux. Ils se refilent, si j'ose dire, les bons tuyaux. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les hôpitaux. Pourquoi il y a autant de maladies nosocomiales dans les hôpitaux malgré tous les efforts d'hygiène? Parce qu'il y a des microbes qui viennent de partout et que les microbes échangent des informations. Et il vaut mieux donc se faire opérer à la limite à la campagne. Je vais vous citer d'ailleurs mon expérience personnelle. Les chevaux qui venaient à l'école vétérinaire pour la castration faisaient tous une infection après castration. Et j'en ai castré beaucoup dans ma carrière. Et je les opérais au pré, en plein champ. C'est-à-dire on les endormait, ils se couchaient dans l'herbe, je les opérais. Les conditions d'hygiène, d'asepsie n'étaient pas parfaites, loin de là, bien sûr, par rapport à un bloc opératoire. Mais par contre, les germes qui étaient autour, dans l'environnement, étaient des germes qui n'étaient pas pathogènes. Et donc, il n'y avait jamais d'infection. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est pour vous expliquer que dans le cadre d'un abattoir de type industriel qui va abattre des centaines d'animaux dans une journée, ce mélange microbien, particulièrement, vous avez pu voir tout à l'heure donc ce qui se passait avec ce piège qui ne pouvait pas être nettoyé entre chaque animal, eh bien, on a ce phénomène qui se produit à grande échelle. Et on est de plus en plus embêté, d'ailleurs, avec l'antibiorésistance, qui devient un véritable problème médical sur les humains. Et cette antibiorésistance est beaucoup plus induite par, et je reviens tout, alors, en Bretagne, vous êtes particulièrement concernés par l'élevage industriel, pour la bonne raison que vous mélangez des flores, vous avez un surnombre, et l'élevage industriel est une véritable calamité sur le plan de l'antibiorésistance. D'ailleurs, avec le professeur Tillier, nous allons sortir un ouvrage qui va justement aller dans ce sens. Alors là, c'est une vidéo, je ne sais pas si je ne vais pas vous la montrer pour pas... C'est donc le débat entre Sarkozy et Hollande à la veille du deuxième tour, où M. Hollande dit que lui président, vous avez entendu tout à l'heure quand je faisais les essais, disait que lui président, il n'y aurait pas de halal dans les cantines. Or, il y a du halal dans les cantines, nécessairement, pour la bonne raison que tout le monde a refusé
l'identification de la viande halal. Donc c'est d'ailleurs une action que je vous recommande en tant que citoyen, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, d'exiger de la cantine de vos enfants ou petits-enfants qui vous fournissent des indications sur l'origine de la viande. Il y a donc une autre... Alors là aussi, je vais vous reparler tout à l'heure, pour terminer mon exposé, je vais vous reparler d'une affaire très grave sur laquelle je suis en ce moment avec l'association Vigilance Halal. Encore une fois, l'administration est parfaitement au courant. Et ça, c'est une circulaire ministérielle du 23 avril 2007 qui a été pondue parce qu'en 2005, à partir de 2005, il y a eu beaucoup de cas d'intoxication dans les restaurations collectives avec donc Escherichia coli. Et on appelle cette circulaire la circulaire steak haché. Elle est du 23 avril 2007. Et les steaks hachés consommés crus ou peu cuits sont parmi les aliments les plus à risque. Pourquoi? Avant, on pouvait consommer des steaks hachés sans problème, même crus. Ça posait aucun problème. Maintenant, ça en pose. Alors, vous allez voir la solution qu'ils ont trouvée. Ils recommandent donc de les cuire à cœur. Or, vous savez que la viande, enfin je ne sais pas si pour ceux qui sont ici, la viande elle est bonne quand elle n'est pas complètement cuite, hein, il faut qu'elle soit quand même au minimum rosée ou saignante. Et donc là on recommande donc parce que c'est un moyen évidemment visuel pour les opérateurs dans la restauration collective de savoir que le steak a été stérilisé éventuellement parce qu'il peut y avoir des failles. Et les steaks hachés sont d'ailleurs très souvent à la base de problèmes. D'ailleurs, regardez, lorsque vous achetez des steaks hachés congelés dans les grandes surfaces, ce que je ne vous recommande pas, il vaut mieux aller voir votre boucher, lui demander de vous hacher la viande. Si il y a marqué sur l'étiquette qu'il faut cuire à cœur, c'est que l'industriel a des doutes sur l'origine, hein, et certainement l'origine est halal. Donc, pour montrer aussi un autre cas pratique, c'est un cas très intéressant qui s'est produit en juillet 2014, donc en Belgique. La petite Aïcha, 9 ans, c'est l'âge de la femme du prophète lorsqu'elle a été donc déflorée par son protecteur, hein, vous le savez. Donc son nom n'est pas anodin. Elle est décédée après avoir mangé de la viande halal mal cuite. Alors je rajoute halal, hein, mais comme c'est dans une famille musulmane, il y a tout lieu de croire que cette viande était halal, mal cuite. Alors c'était très intéressant parce que ça montre que ces personnes-là, dans la mesure où elles arrivent chez nous, elles changent leur manière de consommer la viande, hein, puisque le barbecue, c'est pas la méthode de ces pays-là où ils font cuire longuement la viande. Et ce qui leur évite évidemment d'avoir des problèmes de cet ordre-là. Eh bien, elle est morte de la connerie de ses parents. Elle est morte de la connerie de ses parents, la petite Aïcha. Un autre cas pratique aussi qui est très intéressant, c'est sur la revue gouvernementale, c'est le retrait d'un stock de steak haché de la marque Dia. Et donc, ici, on regarde le numéro d'abattoir. D'ailleurs, je tiens à votre disposition la liste des abattoirs non halal, qui est d'ailleurs sujette à caution. Il y en a quelques-uns qu'il faut barrer, puisqu'ils sont déjà passés au halal depuis qu'on a établi cette liste. Et lorsqu'on regarde le numéro d'abattoir, c'est un abattoir qui abat halal. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas trop de cas de ce qu'on appelle syndrome hémolytique et urémique lié à Escherichia coli, parce que les industriels sont tenus à faire ce qu'on appelle des autocontrôles. C'est-à-dire qu'à chaque lot, ils font une analyse bactériologique, et évidemment, si la bactériologie n'est pas bonne, eh bien, ils retirent le lot. Donc c'est ce qui s'est passé pour ce lot. Vous voyez? Alors là, le lot a dû aller un peu plus loin, un petit peu plus loin que le stade sorti de l'usine, hein, puisqu'il était déjà surgelé. Mais tôt ou tard,
il y aura, vous savez ce que sont les affaires humaines, il y aura quelqu'un qui laissera passer, hein, par négligence, ou pour toutes sortes de raisons, ou pour se venger, ou pour qui sait ce qui se passera, et vous aurez des centaines ou des milliers de personnes qui seront intoxiquées par ce lot de steak haché. Donc moi je m'attends un jour ou l'autre à avoir un énorme scandale, et il sera quand même difficile, me semble-t-il, aux autorités de dire « nous ne savions pas ». Un autre cas qui est aussi assez jubilatoire, c'était à Lunel, au moment du Ramadan, la rupture du jeûne. Il y a eu donc une vingtaine de personnes, je crois, qui ont été intoxiquées, qui sont allées à l'hôpital. Vous voyez, la soirée du Ramadan vire au cauchemar. Lunel, vous savez, c'est le plus grand pourvoyeur de djihadistes de France. Hein, donc, on peut pas... Je pense que ces gens-là mangent nécessairement halal. Eh bien là, ils ont attrapé quand même quelque chose, vous voyez, qu'ils auraient pu éviter s'ils n'avaient pas eu cette exigence concernant le halal. Donc vous voyez tout ce faisceau de preuves, de présomptions, qui montre un petit peu ce qui se passe. Alors, on va aller dans l'infiniment petit, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qui va expliquer comment les bactéries peuvent échanger du matériel génétique. Parce qu'en fait, on se rend compte que les OGM existent dans la nature. La nature produit des OGM. Et donc là, vous avez, au microscope électronique, des colibacilles, des Escherichia coli. Vous voyez, c'est cette espèce de corpuscule comme ceci. Là, c'en est un gros vu au premier plan. Et vous avez, dans le bain microbien, vous avez ces espèces de corpuscules, voilà, qui sont des virus bactériophages. Virus bactériophages qui vont se balader d'une bactérie à une autre. Ils sont équipés pour aller perforer la paroi de la bactérie, pomper du matériel génétique et aller sur une autre bactérie sur laquelle ils vont l'injecter. Alors, on les appelle bactériophages parce que il y a une certaine quantité de bactéries qui meurent, hein, du fait de ce traitement. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, vont acquérir des capacités d'antibiorésistance ou de virulence qu'elles n'avaient pas au départ. Et dans un abattoir avec un bain microbien, comme vous pouvez l'imaginer avec les photos que je vous ai montrées, vraisemblablement, il va y avoir un très grand nombre d'échanges qui vont se produire. Vous voyez donc comment c'est fait. C'est un petit peu comme une capsule spatiale d'ailleurs. Hein, vous avez le matériel génétique qui est ici dans la tête, et vous avez comme une seringue ici, ça coulisse, et à l'intérieur vous avez une tige qui coulisse, et là c'est des pieds qui permettent d'arrimer la capsule spatiale à la bactérie. Et ça se passe évidemment sans qu'on puisse l'observer à l'œil, mais avec le microscope on y arrive. C'est ce qu'on appelle le transfert de virulence, la transduction, et qui se produit, ou conversion lysogénique, et qui est quelque chose de bien connu sur le plan scientifique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, conclusion, un abattoir qui est un milieu chaud, humide, favorable aux pullulations microbiennes, et il faut moins de 10 minutes pour que des milliards de bactéries se transforment et acquièrent des facteurs de virulence ou de résistance aux antibiotiques. Donc, le halal est une entorse absolument énorme au principe de propreté et d'hygiène, et donc on ne comprend pas que les services compétents aient accordé une dérogation, et surtout aient laissé cette dérogation devenir pratiquement la règle partout. Voilà, donc les conditions d'hygiène, vous avez pu vous faire une idée. Je pense que c'est pas... j'avais une autre... pour vous montrer que... Mais j'ai pas trop le temps. Une autre fois, je reviendrai. La Bretagne est tellement belle, hein, donc ça vaut le coup de venir. Donc l'augmentation régulière des cas de syndrome hémolytique et urémique. Donc sur les enfants, qui est en augmentation constante et dont on ne parle pas parce qu'en fait, cette maladie n'est pas ce qu'on appelle la déclaration obligatoire. Vous savez, il y a des maladies pour lesquelles la déclaration est obligatoire, ce qui fait qu'on peut tenir des statistiques. Mais comme le SHU n'est pas à déclaration obligatoire, eh bien on n'a que des indications vraiment très vagues. Alors, un autre problème vient de se greffer là-dessus.
problème d'effectifs de contrôle des vétérinaires. Donc ils sont exacerbés, qui exacerbent un peu ce problème. En France, il y a 1000 agents, alors qu'en Allemagne, il y en a 4000 et en Italie, 6000. Et de plus, par manque de sacrificateurs en France, on en fait venir de l'étranger qui maîtrisent mal la langue, ne comprennent pas les consignes et n'ont aucune formation à l'hygiène. Et encore, je suis gentil en disant qu'ils n'ont pas de formation à l'hygiène. Disons que c'est une notion qui leur est totalement étrangère pour la plupart. Alors, un point sur lequel quand même je voudrais insister, c'est l'aspect financier du halal. Alors il y a une partie émergée de l'iceberg qui a été avouée par Kamel Kaptan, recteur de la mosquée de Lyon, et qui parle de 10 à 15 centimes d'euros du kilo, ce qui représente pour lui un pactole de 900 000 euros sur un an. Ça c'était en 2010. Il avouait ça donc dans 20 minutes, dans le journal 20 minutes de 2010. Ensuite, des circuits financiers dont les statuts fiscaux et réglementaires sont opaques. Ici, donc, j'ai un petit ouvrage que vous pouvez acquérir à l'issue de la journée, Vérité sur la viande halal, sur lequel il y a des articles, et notamment un de mon ami Bernard Chalumeau, qui étudie un petit peu toutes les possibilités. Nous avons détecté d'ailleurs un certain nombre de choses. Notamment, il y a un processus qui consiste à faire des dons. À faire des dons pour les industriels. J'ai des preuves, je vais vous les montrer. Des dons qui ne sont pas fiscalisés, donc, bien entendu, et qui permettent de s'attirer une clientèle et de s'attribuer une dénomination halal. Alors, vous voyez, le label halal, ça c'est Kellogg's. Sur les boîtes de Kellogg's, cornflakes. Vous me direz, en quoi les cornflakes, qui sont à base de céréales, peuvent être halal. Mais elles ne sont pas plus halal qu'autre chose, puisque le halal, il faut bien se mettre dans l'idée que c'est une pompe à finance. C'est une pompe à finance. Alors vous voyez le petit logo ici, là c'est sans doute une voûte de mosquée. Ça c'est dans des boîtes de Kellogg's, c'est tout petit. Et nous avons donc du courrier. Voilà. Nous avons plusieurs personnes qui ont écrit à Kellogg's et qui ont reçu la même réponse. Alors et dans cette réponse, ils disent oui, effectivement, nous payons, mais ça ne coûte pas grand-chose, c'est rien du tout, etc. Mais nous payons. Ils payent pour avoir la certification. Vous voyez, donc ça c'est tous les... comment vous pourrez... Alors en fait, c'est 2 J. Vous avez ici un J, vous en avez un deuxième, et vous avez une liaison entre les deux. Vous voyez, pour le reconnaître, grosso modo. Hein? Même le bio est halal. Certifié, regardez, ça c'est une étiquette d'un produit bio, agriculture biologique, Bionor et AVS. À votre service, ça s'appelle. À votre service, halal. Et oui, l'appât du gain est un moteur formidable depuis les débuts de l'humanité. C'est pas nouveau, ça. Coca-Cola et halal, ça c'est le Boubaker qui a fait un très beau certificat montrant que le Coca-Cola est halal. Là, c'est une casino. Donc, on a, à la suite de documents reçus qu'on m'a envoyés donc, concernant un don de 50 000 € de casino à la mosquée de Paris, j'ai écrit à la mosquée de Paris pour demander la véracité. Et il m'a été répondu que effectivement c'était vrai, mais qu'il finançait aussi des œuvres catholiques, etc. Seulement, le problème on va le voir maintenant. Donc ils avouent la vérité de la chose, bien entendu. On a vérifié parce que ça nous semblait quand même un petit peu gros. Donc là, on a vraiment les preuves que c'est vrai. La France croit à l'abattage rituel. Alors ça, c'est les professionnels de la viande qui voient un pactole s'ouvrir et qui veulent évidemment répondre à ce pactole. Là, c'était donc dans... c'est quel journal ? 20 minutes, voilà. Dans le journal 20 minutes, toujours. Le financement du terrorisme. Alors ça, c'est Alain Wagner, certains en ont peut-être entendu parler, et il a étudié particulièrement la chose. Ça a été étudié aux États-Unis à la suite du procès Holy Land Foundation, et donc il a été démontré que les dons
aux associations de charité islamique. C'est le cas de la mosquée de Paris. Hein. Donc, ce que nous dit Casino, c'est un organe de charité. Terminent tous, pratiquement, dans les poches d'organisations terroristes. Donc, on ferait bien de faire des enquêtes aussi chez nous sur ces circuits de financement. Voilà. Donc, au Canada, voilà comment on a réussi à démêler l'organigramme et comment ça termine dans des poches de terroristes, d'organisations terroristes. Voilà, donc tromperie sur la marchandise, ghetto alimentaire. Malika Sorel dit qu'il s'agit d'une philosophie de vie qui consiste au travers des concepts de pur et d'impur, de licite et d'illicite, à bâtir une muraille identitaire. Alors justement, il va falloir en parler. Pour nous d'ailleurs, le combat contre le halal est un combat identitaire. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas uniquement pour la protection des animaux, ce n'est pas uniquement pour la protection du consommateur, ce n'est pas uniquement pour lutter contre une entorse à la laïcité. Le halal est une notion qui nous est totalement étrangère. Et puis en plus, bon, les abattages halal et kasher n'ont aucune base religieuse, comme le dit le professeur Sami Aldeb. Donc je vais passer assez vite. C'est un grand connaisseur puisqu'il est palestinien, citoyen suisse et parfaitement arabophone. Et il a publié d'ailleurs beaucoup d'ouvrages, dont un Coran, si j'ose dire alternatif, hein, où il a mis les sourates dans l'ordre chronologique, où on voit la gradation des sourates qu'on nous cite tout le temps pour nous enfumer, des sourates de paix, hein, et vers des sourates plus guerrières, et voire même totalement démentes sur le plan de la violence. Là, c'est une vidéo, je ne vais pas vous la passer pour pas empiéter sur le temps. Donc, dans une émission avec Franz-Olivier Gisberg et donc notre cher Valls, hein, donc Tariq Ramadan avoue que sur le halal, la pensée musulmane est totalement sclérosée. Ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est donc Tariq Ramadan. Je vous conseille aussi le livre d'Anne Deloisy, bien qu'elle ne parle pas que de cela, hein, quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Et voilà. Donc voilà, conclusion, le halal se nourrit de la collusion de l'esprit mercantile et consumériste et de l'obscurantisme islamiste. Il est totalement contraire à notre civilisation, à notre identité. Et lutter contre le halal n'est pas un point accessoire du combat identitaire. Alors, quelques pistes pour une interdiction future. Parce qu'il faut quand même aussi être pragmatique pour arriver à nos fins et faire interdire le halal. Il faut plaider, dans un premier temps, pour un étiquetage. Ne pas se laisser paralyser par le mot de stigmatisation. Hein, par exemple, lorsque on interdit aux fumeurs d'exercer leur art en public, on les stigmatise, bien entendu, on les oblige à sortir. Donc, on ne se pose pas de questions, on dit que c'est pour le bien public. Il y a le statut juridique des animaux, donc aussi qui en fait des êtres sensibles. Il y a le cas de la Nouvelle-Zélande qui est très instructif parce que la Nouvelle-Zélande, il y a 5 ans, a décidé de ne plus abattre sans étourdissement. Eh bien, que croyez-vous? Et donc plus du tout halal d'abattre comme elle l'abattait toujours. Eh bien, les pays du Golfe ont décidé qu'il serait quand même halal parce que le mouton néo-zélandais, il est bon et il n'est pas cher. Eh oui, et cachère. Le cas du Sri Lanka aussi est très intéressant. Au Sri Lanka, il y a 30% de musulmans qui petit à petit avaient réussi à imposer le halal. Et le reste de la population est donc bouddhiste. Mais les bouddhistes, vous savez que quand ils prennent l'arabia, si j'ose dire, ils ne sont pas toujours très fins. Et donc, il y a eu des bastonnades, hein, et donc des émeutes contre les musulmans à cause du halal. Et les autorités musulmanes ont dit, écoutez, pour la paix civile, nous allons arrêter de faire du halal. C'est-à-dire que, là aussi, il faut établir un rapport de force. Ce qui serait bien la première fois dans notre pays où on établirait un rapport de force avec l'islam. Donc, pédagogie, fermeté,
car ces pratiques ne sont pas insérables dans une société moderne. Voilà, lobbying et campagne d'information, c'est ce que je fais aujourd'hui parmi vous. Hein. Des actions judiciaires, alors j'ai plein d'actions judiciaires, et une d'entre elles, je voudrais vous en parler, parce qu'il y a peut-être dans la salle soit des éleveurs, soit des gens qui connaissent des éleveurs. Ici, en Bretagne, c'est quand même une des ressources de la Bretagne. Et il y a eu donc, depuis le mois de septembre dernier, une épisodie de fièvre catarrhale ovine qui a maintenant gagné pratiquement toute la France, pas encore la Bretagne d'après les dernières cartes épidémiologiques, mais ça risque de venir. Or, cette épidémie est arrivée par l'introduction de moutons étrangers dans le cadre de l'Aïd el-Kébir. Donc, et le gouvernement le sait. Le gouvernement le sait, le savait, et n'a pas pris les mesures qui auraient été d'interdire justement l'Aïd el-Kébir. Et donc, nous sommes en train de, Vigilance Halal, de préparer une action de mise en cause du gouvernement sur ce point-là, mais nous aurions besoin d'avoir des éleveurs qui nous soutiennent dans cette... et je lance un appel. Je lance un appel, justement, je me suis dit, en Bretagne, ça devrait les intéresser, parce que si ça défoule un petit peu de déverser du fumier devant les préfectures, c'est bien, mais ça n'a jamais fait avancer le schmilblick. Si nous arrivons à mettre en échec le gouvernement sur cette question de l'Aïd el-Kébir, nous aurons un poids absolument extraordinaire, et nous avons toutes les armes pour ça. Toutes les armes pour ça. Le docteur Tillier donc, est en train de sortir un rapport scientifique que je lui ai commandé, de 800 pages, sur la fièvre catarrhale ovine, et donc qui conclut de façon très claire que cette fièvre catarrhale ovine a été introduite avec des moutons venant de l'extérieur, notamment de Turquie. Et nous le savons parce qu'on a découvert, pas plus tard qu'avant-hier, une instruction ministérielle qui prévoyait la chose. Alors vous voyez, il y a du travail à faire, et Vigilance Halal se situe dans une perspective résolument offensive. Hein. Ce n'est pas uniquement en pleurant pour le sort de ces pauvres bêtes qu'on arrivera à vaincre le halal. Il faut le prendre dans sa globalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, travail scientifique, mouton fou, et bientôt donc la fièvre catarrhale ovine qui va sortir. On a participé à des manifestations, donc Gaïa à Bruxelles, en manifestation à Guéret, mais là c'était des défenseurs des animaux qui ils ne nous voyaient pas d'un très bon œil, hein, parce qu'ils trouvent qu'on est un peu stigmatisant. À Saint-Martial-le-Vieux dans la Creuse, et voilà. Donc, et vous pouvez nous aider en nous faisant des dons qui sont déductibles fiscalement, en créant des sections locales, parce que l'information locale est très indépendante et très importante. Vous pouvez acheter nos ouvrages, nos autocollants, vous pouvez organiser des conférences, des manifestations, faire pression sur votre boucher. Faire pression sur votre boucher pour lui demander, non pas que la viande vienne de France ou soit locale, mais soit abattue dans des conditions normales. Puisque les éleveurs qui font, et j'en ai entendu quelques-uns, qui se plaignaient qu'ils prenaient tous les soins de leurs animaux et que finalement, si c'était pour les voir être abattus selon la méthode halal, c'était vraiment désastreux. Voilà, nous avons des petits autocollants comme celui-là qui singent les avertissements sur les boîtes de cigarettes. Voilà, donc des petits autocollants. Voilà. Et j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Voilà.